derrière moi, là. Bonsoir, bonsoir. Je prends le relais après Anne Roumanoff. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que ça peut marcher ce soir? Est-ce que vous êtes là? Je prends tout de suite le relais et je vous mettrai le RIB après. Ah, il y a déjà une personne, c'est bien, 4. Vous étiez 150 avec elle sur la fin 160. Donc normalement, vous devriez toujours être là parce que vous saviez que j'allais intervenir. Donc salut, Marie-Claude, bonjour, Mamie, bonsoir. On va faire une petite courte vidéo ce soir parce qu'il est déjà 8h moins 20 et il faut rythmer. Vous savez que pour passer une bonne journée dans ces périodes de confinement, il faut que la journée soit rythmée. Donc les repas sont des moments très importants de cette journée puisque c'est eux qui vont vous rythmer la journée. Et donc il faut avoir, pour ne pas perdre la boussole, entre guillemets, il faut avoir des horaires à respecter. Il faut se réveiller le matin toujours à la même heure, il faut prendre le déjeuner, il faut prendre le petit déjeuner à la même heure, le déjeuner à la même heure, le dîner à la même heure et se coucher à la même heure. Sinon vous laissez les journées s'étioler et vous perdez en fait le rythme de vie. Donc c'est très important de garder les horaires du déjeuner, du dîner et du coucher. Sinon vous allez perdre le sommeil, vous allez perdre l'appétit, vous allez manger à toute heure. Donc c'est très important de garder un rythme dans la journée en ces périodes de confinement. Ça fait déjà 4 semaines. C'est pour ça que pour ceux qui font du télétravail, c'est très bien parce qu'en fait, ça leur permet de rythmer un peu la journée. Et le fait de rythmer la journée, ça fait que d'abord, la journée, elle passe toute seule parce qu'il y a des repères. Bon, il y a des balises, on dort mieux parce que vous dormez toujours à la même heure et c'est ce qui est très important. C'est vrai que pour bien dormir, il faut que vous ayez un protocole de sommeil, c'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez toujours les mêmes gestes, que ce soit à la même heure, se mettre en pyjama, aller dans le lit. C'est une des manières pour avoir un bon sommeil, c'est d'avoir un protocole de sommeil. Et donc ça c'est très important. Donc c'est important que là, vous voyez, on essaye, on va faire un truc assez court pour que on puisse aller dîner toujours à la même heure et qu'on puisse rythmer notre journée. Alors je vois que Ariane Tayeb, salut. Voilà. Alors Sandra Tarton, salut. Paul Blin, bonsoir. Salut David. Alors, comment tu vas? Muriel, bonsoir. Sainte Berganem, bonsoir. La famille va bien? Bon, donc je vous disais que on va être un peu court ce soir parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais je voulais quand même attirer votre attention sur deux points. Le premier, on est 170, on va attendre encore un petit peu. Bernard Salah, salut. Pascal Brami, bonsoir. Laurence, tiens, Tel Aviv. Salut, salut. Cadeau Pro, notre modératrice adorée. Michel Tangeman, salut. Le tennis. Micheline, ça va? Bon, bah, je vois que l'équipe est là, en gros. Magali. Alors, vous savez que pour demain soir, il était prévu au début que ce soit Sadda Turki, le professeur Sadda Turki de Tunis, qui nous fasse un topo sur la situation en Tunisie. Demain, 19h, en fait, il s'est avéré qu'il y a demain une Zoom conférence, comme on dit maintenant. Donc, c'est une conférence en Zoom qui va être faite avec la participation de plusieurs sommités, dont le professeur Douste Blasi, au fait Perron, le professeur Perron, il y a un psychologue, un psychologue, pas un psychologue, un philosophe. Et enfin, il y a plusieurs personnalités. Je crois qu'on est 8 autour dans ce Zoom conférence. Et vous pouvez avoir accès demain à cette conférence en allant sur le lien que je vous ai affiché sur le groupe. Donc vous avez le lien, il suffit de suivre le lien et vous pouvez assister à cette conférence. En fait, on sera 8 intervenants, chacun à notre tour, et chacun donnera, je pense, sa vision de cette crise. Bon, j'appelle pas ça cette crise, j'appelle ça cette guerre. Donc voilà, donc demain, on va remplacer le professeur Sanda Turki, ce sera vendredi à 19h.
qui nous fera un point sur la Tunisie. Et moi et nous, demain, si vous avez à 6h30, si vous voulez suivre cette conférence, je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'avis de philosophes, d'historiens, de médecins hospitaliers, mais aussi de médecins de terrain, parce qu'il y a aussi un médecin généraliste qui sera là. Donc on va confronter un peu chacun sa vision de la chose, et ça peut être utile de voir ce que ça donne. Enfin voilà, donc ce sera une Zoom conférence, si vous avez le lien, je vous l'ai mis aujourd'hui. Bon, je voulais pas dire grand-chose aujourd'hui, on est 220, donc ça va. La première chose, je voulais faire une remarque sur le groupe. Vous savez que le groupe, maintenant, on est à peu près 22 000 personnes. On est beaucoup de monde. On a 10 médecins qui suivent et on a 5 modérateurs. Alors, on arrive à... Il y a 220 000 questions, ou je sais plus combien de questions qui ont été posées depuis un mois qu'on existe, je crois, c'est de l'ordre de 200 000, je crois, et avec leurs réponses, enfin, de 200 000 échanges. Et donc, c'est difficile pour nous de pouvoir administrer tout ça. Donc, même si on est 5 administrateurs, il y a des fois des failles. Il faut savoir que le problème, c'est comme au football. Au football, on dit qu'il y a 50 millions de Français qui sont sélectionneurs de l'équipe de France. Et ben dans ce groupe, il y a 22 000 médecins. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde s'est mis à s'intéresser à ce Covid. Tout le monde va chercher des informations et tout le monde croit qu'il est docteur et tout le monde croit qu'il va sauver son voisin. Non, ça ne se passe pas comme ça, la médecine. La médecine, c'est des gens qui sont malades. C'est des gens qui ont des maux. C'est des gens qui souffrent. On ne peut pas donner des conseils comme ça et proposer des traitements parce que ça a marché sur vous. Ce qui a marché sur vous ne marche pas forcément sur votre voisin. Vous n'avez pas le même terrain, vous n'avez pas les mêmes antécédents, vous n'avez pas la même génétique. Vous ne pouvez pas donner des conseils médicaux les uns aux autres. Faites attention. Vous savez que si vous donnez un conseil médical et que par malheur il se passe quelque chose de grave, vous en êtes pénalement responsable. Vous savez qu'être médecin, ce n'est pas seulement faire une prescription et toucher 50 €. C'est pas que ça. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité et vous avez une responsabilité pénale. Donc quand vous donnez un conseil médical, moi je veux bien si vous êtes compétent pour le faire. Mais si vous n'êtes pas compétent et que la personne a un dommage, mais d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Elle se retournera contre vous. Comme elle se retourne contre les médecins quand il y a des problèmes. Vous voyez bien quel le nombre de procès qu'il y a contre les médecins. Et bien, ce sera la même chose. Vous n'êtes pas médecin, mais vous aurez un procès. Donc faites attention. Il y a 22 000 médecins dans notre groupe. Tout le monde se prend pour un docteur et tout le monde pense être meilleur que l'autre. Et chacun y va de son conseil et permet de juger les uns et les autres. Alors faites attention, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire très attention à ce que vous dites. On parle de santé, on parle de médecine, on parle d'effets secondaires des médicaments. Et alors faites gaffe, parce que si jamais vous donnez un conseil et que c'est pas le bon, et que ça se passe mal, vous en paierez les conséquences. Et vous savez qu'en médecine, il y a 36 ans de poursuite possible. C'est-à-dire un conseil donné aujourd'hui, 36 ans après, il peut vous poursuivre. Donc faites attention, vous n'êtes pas médecin. Ceux qui ne sont pas médecins, restez à votre place. Vous n'avez pas à intervenir et à donner des conseils médicaux dans le sens d'un traitement médical. Vous pouvez donner un conseil médical, prenez des plantes. Vous pouvez conseiller médical de vous reposer. Vous pouvez donner un conseil médical d'aller chez un médecin, mais de donner un traitement comme vous faites et de traiter les uns et les autres de charlatans comme moi-même j'ai été traité par l'un de vous, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça, je ne le supporterai pas longtemps. Ce n'est pas possible. On fermera le groupe si ça continue comme ça. D'abord, je ne veux pas que vous insultiez les médecins. Nous avons eu plusieurs postes où il y a eu des remarques très désobligeantes pour les médecins. Moi, j'ai fait venir 10 médecins dans mon groupe. Ils sont là bénévolement pour vous du matin, 7 heures du matin, ils répondent à 1 heure du matin. Nous, on est en réunion professionnelle avec ces 10 médecins. On se réunit pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour nos patients et quel est le traitement à choisir. Et vous permettez de les insulter et permettez de leur dire quoi que ce soit? Non, je ne suis pas d'accord. Ça ne marche pas comme ça, messieurs, dames. Ça ne marche pas comme ça. Nous, on n'est pas là, on n'est pas... Vous croyez quoi? Qu'on est quoi? Vous croyez qu'on est aux ordres? Mais nous, on a notre personnalité, on a notre statut. Nous sommes des médecins reconnus. Nous avons nos clientèles. On est là pour vous rendre service. On n'est pas là pour... Vous ne nous payez pas. Vous n'avez aucun droit sur nous. Vous n'avez pas le droit de nous insulter. Je vous l'interdis. Et si ça continue, de toute façon, on a pris la décision avec Rudy, qui est le modérateur du groupe. Tout mot déplacé sur celui qui l'a prononcé sera éliminé du groupe. Nous, qu'on soit 22 000 ou qu'on soit 600, ça ne nous change rien. Nous, on fait ça parce que ça nous fait plaisir d'aider les gens. On ne fait pas ça pour quoi que ce soit. On nous a traités qu'on voulait nous faire notre publicité. Mais vous croyez qu'on a besoin de vous pour faire notre publicité?
Vous croyez quoi? On n'a pas besoin de vous. Vous croyez qu'on ne sait pas, parce que vous êtes là, que vous allez dire le docteur Bessaynou, le docteur Abitbol, le docteur Cohen, il est gentil, mais nous, on n'est pas là pour être gentil, on est là pour être efficace. On est là pour vous donner des conseils judicieux. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. J'étais un peu énervé aujourd'hui parce que le groupe de médecins a failli se casser à cause de ça, parce qu'il y a eu une distension entre les médecins. Il y a eu une vraie tension, parce que c'est vrai que ça n'a pas plu beaucoup au groupe de médecins, à nos 10 médecins, et ça je voulais vous le dire, parce que ça c'est vraiment intolérable, et toute personne qui se permettra de porter un jugement péjoratif, non fondé, sur un des médecins, notamment on a dit qu'on faisait ça pour faire notre publicité, parce qu'on voulait faire des consultations à 120 €, mais qui a vu ça ? Qui vous a parlé de 120 €? Mais c'est quoi ces chiffres qui circulent, cette rumeur sur le groupe? C'est honteux. C'est honteux. C'est tout ce que je peux vous dire. Bon, enfin, ça c'était ce que je voulais vous dire pour la partie où tout le monde est docteur. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que faites attention. Moi, je remarque de plus en plus de nouveaux cas, alors que je trouvais qu'il n'y en avait plus du tout. Là, il y a des nouveaux cas qui apparaissent. Ce sont des gens qui ne font pas attention. Ce sont des gens qui ne se rendent pas compte qu'en voyant leurs enfants qui ne sont pas dans la même maison, qui ont eu le Covid, n'oubliez pas les délais. N'oubliez pas, parce que les gens croient que quand les gens n'ont plus de symptômes, ils sont guéris. Non, les gens ne sont pas guéris. Les gens sont porteurs encore. C'est ça le problème de cette maladie. N'oubliez pas les délais. C'est-à-dire que n'oubliez pas que quand vous rencontrez quelqu'un, pour qu'il soit plus contaminant, il faut qu'il ait eu contracté la maladie 1 mois avant. 1 mois avant. Donc, vous vous rendez compte le délai qu'il fait. Donc, les gens disent, mais non, elle est plus malade depuis une semaine. Mais non, il ne sait pas depuis une semaine qu'elle est plus malade. Ce qu'il faut voir, c'est de quand elle a commencé à être malade. Et c'est déjà 10 jours avant qu'elle était. Donc les délais sont très longs. Quand vous pensez que les gens ne sont plus contagieux, c'est faux. C'est ça l'erreur. Ça sera ça le problème du déconfinement. Les gens pensent que parce qu'ils n'ont plus de symptômes, ils ne sont plus contagieux. C'est faux. Ils sont encore contagieux. C'est ça qui est grave. Donc il faut se méfier. C'est pas quelqu'un qui a eu le Covid. On le sait. Au début, on disait il est contagieux 10 jours après la fin des symptômes, après 15 jours. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Et moi, ce que je vois, c'est que tous les nouveaux contaminés que j'ai vus cette semaine, c'est des gens qui ont été contaminés par des personnes qui ont eu le Covid en mars et qui sont encore contaminants. Donc faites attention, faites bien le calcul, le compte par rapport au moment où ils ont eu leurs symptômes. Je vous ai dit que les gens commencent à être contagieux 3 jours avant d'avoir eu les symptômes et ils resteront contagieux 15 jours après la fin des symptômes. Donc vous voyez le calcul, ils sont contagieux pendant 1 mois et demi. Donc c'est très très important de respecter ces délais et c'est comme ça que les gens seront contaminés. De même, et la deuxième chose que je voulais vous dire, que j'ai remarqué aussi, c'est que les gens, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont eu la maladie vers début mars ou fin mars, ils ont une petite récidive là. Alors, est-ce que c'est une réactivation du virus ou c'est une deuxième contamination? Alors moi, je pense que c'est une réactivation du virus. En fait, il me semble qu'au bout d'1 mois, il recommence à tousser, il recommence à avoir un peu de fièvre, il recommence à sentir, parce que ceux qui ont eu le virus, ils savent ce que c'est. Dès qu'ils sentent ce poids sur les épaules, cette fatigue profonde, cette dureté de la chose, ils savent que le virus est là. Donc il me dit, mais je sens qu'il se passe quelque chose, ça revient, je recommence à tousser, je recommence à avoir un peu de fièvre, tout ça. Donc 1 mois après, alors qu'ils sont restés 3 semaines sans rien, donc imaginez, ceux-là aussi, ils pensaient qu'ils étaient guéris. Pas du tout, ils ne sont pas guéris, à mon avis. Ce sont des gens qui sont toujours porteurs, c'est le virus qui est réactivé. Alors pourquoi il est réactivé? Souvent parce qu'ils ont fait des efforts physiques. Alors ça, quand vous avez le virus, il ne faut surtout pas faire d'efforts physiques. Surtout, je vous ai raconté l'histoire de ma copine qui a mis des couches à son mari pour ne pas qu'il aille faire pipi, tellement qu'elle ne voulait pas qu'il se fatigue. Et dans le virus, c'est comme ça. Ne faites pas de jogging, ne faites pas de footing, ne faites pas de sport. C'est ce qui est très mauvais. Dès que vous allez faire du sport, le lendemain, tac, vous le payerez cash. Vous allez avoir une réactivation de votre pathologie. Restez tranquille. Rappelez-vous le repos. Quand on était petit, tout petit, qu'on avait des angines ou des maladies comme ça, on restait au lit pendant 4 jours avec nos parents qui nous disaient « Ne descends pas du lit, tu n'as pas le droit de descendre du lit. » Eh bien, oui, on en est revenu là. Il faut rester au lit, allongé et se reposer. Mais de toute façon, les gens qui ont eu le Covid sont tellement fatigués qu'ils le savent. Donc, ne faites pas de sport, ne faites pas de trucs, de jogging. Restez chez vous au repos. Je voulais vous dire aussi que, donc,
Ces patients que j'ai remarqués qui sont réactivés au point de vue maladie, ce sont des patients qui souvent n'ont pas eu de traitement initialement. C'était à l'époque où on ne donnait pas des antibiotiques. C'était l'époque où on les laissait sous Doliprane. Ce sont souvent des patients qui sont restés une semaine, 10 jours avec du Doliprane, fatigués, qui ont subi plein de difficultés, et on ne les avait pas traités à l'époque. C'était l'époque du Doliprane, le médicament fétiche, le miraculeux. Eh ben non. Eh bien, ces patients, c'est eux que je vois aujourd'hui qui sont en train de réactiver. Donc, je me demande si le fait de ne pas avoir pris de ce Tromax, qui, on l'espère, diminue la charge virale, eh ben, je me demande si c'est pas à cause de ça qu'ils ont réactivé leur virus. Alors, on peut pas vous répondre aujourd'hui parce que j'ai pas la réponse et je suis pas, on n'a pas le recul. C'est une maladie nouvelle. On n'a pas encore des patients. Nous, en tout cas, les Chinois peuvent nous le dire, mais les Chinois ne disent rien. De toute façon, les Chinois, ils nous disent toujours rien. Ils sont là pour nous vendre leurs masques. On est très contents, ils ont des masques, voilà. Bon. Mais ils ne nous donnent pas les éléments médicaux. Donc nous, on ne peut pas le dire, puisqu'on n'a pas les éléments, on n'a pas l'antériorité. Donc moi, je pense que le fait de ne pas avoir pris d'antibiotiques il y a un mois, eh ben, je retrouve cette réactivation-là. Et cette réactivation-là, on en parle beaucoup. Vous savez que c'est un peu le problème du déconfinement, puisque c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en fait à Singapour. Vous savez qu'à Singapour, avec le déconfinement, ils ont été obligés de reconfiner tout le monde et de manière beaucoup plus stricte. Est-ce que les gens en fait sont contaminants beaucoup plus longtemps que ce que l'on pense? Est-ce que les gens gardent ce virus beaucoup plus longtemps que ce que l'on pense et il peut être réactivé au bout d'un mois, peut-être même plus longtemps après? Donc c'est une question que je me pose. C'est une question qui m'inquiète parce que je me demande comment va se faire le déconfinement si on peut pas savoir exactement combien de temps on est encore porteur. Donc moi ce que je fais, je demande très très largement des tests. Je demande à ces gens-là surtout qui réactivent, je leur demande un test sérologique pour savoir s'ils ont créé leur immunité, s'ils ont des anticorps depuis le mois de mars, où ils ont eu la pathologie, donc il y a un mois qui est passé, donc ils devraient avoir des anticorps à la prise de sang, et je demande s'ils n'ont pas un dépistage PCR, c'est-à-dire au niveau du nez, pour voir s'ils ont toujours le virus sur eux. Donc je fais ça systématiquement à tous les patients, j'attends un peu le retour pour voir un peu leur état immunitaire, pour essayer de comprendre pourquoi ces gens-là réactivent au bout d'un mois le virus. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu une chute de leur charge virale et qu'ils en gardent toujours dans le nez, ou est-ce que c'est une autre atteinte virale? Enfin bon, je ne sais pas la réponse. Donc ça, je vous le dirai probablement dans une semaine, 10 jours, quand j'aurai le retour de tous ces résultats. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me percute un peu, ça m'interroge, et j'espère que je me trompe et que c'est pas ils ne sont pas tous autant porteurs et contaminants au bout d'un mois et demi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Je voulais vous dire une autre chose. Vous savez que l'Institut Pasteur a estimé que 5 millions de personnes seulement ont contracté le virus en France. Moi, j'estime que c'est faux. C'est pas possible qu'il y ait que 5 millions de personnes qui ont contracté le virus. Quand vous voyez ce qui s'est passé ne serait-ce qu'en Île-de-France, où une personne sur deux l'a eu, je me demande comment c'est possible que seulement 5 millions de Français l'aient eu. Pour moi, on est très en deçà de la réalité. Mais c'est vrai que la répartition des cas n'est pas du tout homogène en France et qu'on a beaucoup plus de cas dans l'est de la France et on n'en a pratiquement pas. Par exemple, hier, j'ai eu quelqu'un au téléphone de Grenoble, et ben là-bas, ils savent pas ce que c'est que la maladie. Hein. Ils ont jamais vu un cas de Covid. Les hôpitaux sont vides, les urgences sont vides, il n'y a personne. Hein. Donc, il faut le savoir. La répartition, la France, comme je vous l'ai dit déjà, l'est de la France a protégé l'ouest. Hein. Vous voyez, très nettement. Donc, jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça que quand ils disent ça, mais de toute façon, quand ils disent 5 millions, moi je crois pas. Je crois pas, je pense qu'il y a au moins 10 millions de gens qui l'ont eu, parce que on détecte très très peu de personnes. Mais maintenant, si vous pouvez vous faire détecter, faire des sérologies, allez-y, voyez avec vos médecins traitants, faites-vous prescrire, tous les labos le font. C'est très important que vous connaissiez maintenant votre immunité, que vous sachiez où vous en êtes, que vous preniez vos précautions si vous êtes comme moi séronégatif. Si vous êtes séropositif, vous pouvez déjà un peu respirer, mais prenez quand même votre état immunitaire. C'est très important de savoir où vous en êtes. Vous ne pouvez plus rester dans le flou parce que dans un mois, on va vous lâcher dans la rue. Et si vous ne savez pas où vous en êtes, eh ben, vous serez bien embêté et vous serez très très angoissé.
Donc moi, je vous conseille très largement d'aller consulter vos médecins traitants, vous faire prescrire la sérologie, même si vous n'avez aucun signe, pour savoir si vous avez eu une forme minime ou alors si vous partez à zéro comme moi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Consultez vos médecins traitants. Et autre chose aussi, n'oubliez pas de consulter vos médecins qui vous suivent pour des pathologies que vous avez chroniques. C'est quoi ces histoires où il y a plus de gens qui consultent les gynécologues et les cancers du sein, les cancers de l'utérus, les cardiologues, vous les consultez plus, les infarctus, vous allez en avoir plein après. Non, il faut continuer, pour ceux qui ont des pathologies chroniques, à consulter vos médecins traitants. Il ne faut pas les laisser choir, les salles d'attente sont vides. Pourquoi vous n'allez plus voir vos médecins traitants? Vous savez que les mesures de sécurité sont de plus en plus drastiques, donc vous pouvez y aller sans problème. Allez, il est 19h55, c'est l'heure d'aller, de passer à table. Je vous souhaite à tous une excellente... Claude Lemaire, bonsoir. Jean-Marc Gage, salut. Je vous dis donc tous une très très bonne soirée. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Et puis, comme je vous dis chaque fois, n'oubliez jamais qu'ensemble nous sommes plus forts. Je vous embrasse tous, de loin, bien sûr, avec distanciation, à 1 mètre. N'oubliez pas de faire des dons à Anne Roumanoff. Elle paye de sa personne pour venir nous parler de temps en temps. Je vous demande d'être généreux avec elle, que ceux qui ont fait des promesses de dons à 10 000 euros, ce fameux monsieur Marek, qu'il concrétise son don. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ensemble, nous sommes plus forts. Au revoir.